Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? On fait pas chier. On essaye? Allez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour à l'écran express. Moi, c'est Eric, un petit nouveau dans la bande, et je vais vous parler de Fantasme, un film d'horreur réalisé en 1979 par Don Coscarelli. Fantasme est un film conçu en franc-tireur, avec des moyens dérisoires, mais dont le résultat dépasse de loin le simple film de genre pour s'imposer comme une œuvre singulière, novatrice et particulièrement sensible dans sa peinture de l'adolescence. Un univers atypique qui s'étendra à travers une franchise de 5 films, certes tous rattachés de près à l'œuvre originale. Moins connu que les cadors du genre tels que Halloween ou encore Evil Dead, Fantasme possède néanmoins un culte vivace, à tel point qu'il est littéralement cité en hommage dans les récents Star Wars. Les funérailles vont commencer, monsieur. Je le sais. Monsieur. L'histoire se déroule à Morningside, une petite ville de l'Oregon. Le héros du film est un adolescent de 13 ans nommé Mike. Ayant perdu ses parents depuis peu, il vit sous le tutorat de son grand frère Jody et de son meilleur ami Reggie. Lorsqu'un autre camarade de la bande meurt subitement, Mike soupçonne que quelque chose d'anormal se trame dans sa ville. Il espionne la morgue et découvre que le croque-mort, un homme grand et sinistre surnommé le Tollman, récupère les cadavres du cimetière pour un obscur dessein. Mike va convaincre Jody et Reggie d'enquêter sur cette étrange morgue. Ils vont découvrir un monde cauchemardesque et illogique, peuplé de nains encapuchonnés et gardés par des sphères argentées volantes et foreuses de crâne. Plus rien n'a de sens, à moins que tout ceci ne soit qu'un rêve. Je m'étais planqué dans le cimetière pour suivre l'enterrement de Tommy avec les jumelles. Après la cérémonie, quand tout le monde était parti, j'ai vu le grand type des pompes funèbres soulever le cercueil de Tommy et le mettre tout seul dans le fourgon. Tu plaisantes, non? On était 4 pour porter ce maudit cercueil. Il pesait plus de 200 kilos. Je ne comprends rien à tout ça. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il se passe des choses étranges dans ce cimetière. Fantasme est l'œuvre d'un jeune cinéaste de 23 ans, Don Coscarelli. C'est un autodidacte passionné et touche à tout. Il écrit, produit, réalise, est directeur de la photographie et monteur. Surtout, c'est un cinéaste très précoce, car malgré son jeune âge, Fantasme est son 3e long métrage. Coscarelli débute en 1975 avec le drame Jim, The World's Greatest, un tout petit film produit de manière familiale. Le scénario est écrit à partir de notes de sa mère Shirley et le financement provient de son père entrepreneur, Dag Coscarelli. La mise de départ est de $20 000 qui montera à 100 000 au fil du tournage. Avec un tel budget, Coscarelli occupe tous les postes à l'aide de quelques amis dont le fidèle Paul Pepperman. Au casting de ce film, on découvre un certain Reggie Bannister, ainsi qu'un acteur issu du théâtre particulièrement intimidant, Angus Scrimm, de son vrai nom, Rory Guy. Suite à des projections de travail, le film est repéré par Universal. À 19 ans, Don Coscarelli devient le plus jeune réalisateur à avoir tourné un long métrage distribué par une major. Fort de ce coup d'essai, Coscarelli enchaîne en 1977 avec Kenny & Company, une comédie centrée sur un adolescent. Le film est produit dans les mêmes conditions, financement familial et micro-équipe de fidèles. Le rôle principal est confié à Michael Baldwin, un jeune acteur avec lequel Coscarelli développe un véritable lien affectif. Si Kenny & Company est un film lumineux, une courte séquence se déroule dans un train fantôme. Coscarelli tente un jumpscare dans un plan et découvre à l'avant-première que les spectateurs hurlent à ce moment dans la salle. Coscarelli se dit que son prochain film sera un film d'horreur, genre qu'il adore et qui promet des perspectives commerciales plus larges. J'ai trouvé ce qu'il faut faire. Voilà, il faut qu'on attrape cette espèce de grand costaud des pompes funèbres et qu'on le dérouille jusqu'à temps qu'il nous ait raconté tout ce qui se passe dans le cimetière. C'est ça, oui, tombons-lui dessus et enfonçons-lui un pieu en plein dans le cœur. Tu dérailles complètement, ce type est plus fort que nous 3 réunis. Il projette d'adapter la nouvelle de Ray Bradbury, La Foire des Ténèbres. Mais quand il apprend que les droits sont déjà vendus à Disney, il abandonne l'idée, non sans conserver quelques éléments pour un scénario original, comme un monde mystérieux mis à jour par des adolescents, ou encore l'aura du méchant, un homme imposant et austère. La Foire des Ténèbres sera finalement réalisée par Jack Layton en 1983, avec Ray Bradbury lui-même au scénario. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est? Le projet est pour le moment titré Morningside, nom de la petite ville où se déroule l'action.
Coscarelli veut construire une intrigue sur le traitement des cadavres dans les morgues et la mise en scène des cérémonies funéraires. Il souhaite également faire un film où réalité et rêve se mélangent. Il s'inspire de ses propres cauchemars pour nourrir les moments forts du film, tels que les fameuses sphères volantes. Aussi, si Fantas se veut un film d'horreur, il possède également des idées de science-fiction. Le Tollman n'est pas qu'une simple incarnation du mal, mais un être étrange venu d'ailleurs, avec un dessin qui s'étend sur plusieurs dimensions. Pour rédiger son histoire, Don Coscarelli va s'isoler pendant 2 semaines dans une cabane spartiate en montagne. Seul avec lui-même, il va laisser son inconscient prendre possession de l'écriture. J'étais seul, et plus le temps passait, plus le film devenait étrange, dit Coscarelli. Dans une scène, il y a un doigt démembré qui continue à bouger un certain temps. J'ai eu cette idée alors que je tenais un verre en polystyrène. J'ai fait un trou dedans avec mon doigt et j'ai vu ce doigt bouger à l'intérieur. Ça m'a filé la frousse. Imaginez que je boive mon verre avec ce doigt vivant à l'intérieur. Don Coscarelli sort de cette expérience avec un scénario sous le bras, mais un scénario trop long et trop cryptique. Mais ça, il ne le sait pas encore. Pour le financement, Don Coscarelli et son associé Paul Pepperman espèrent lever plus facilement des fonds afin de monter en professionnalisme. Hélas, ils font chou blanc et doivent se résoudre à demander une nouvelle fois à Papa Coscarelli de financer la mise de départ, 35 000 $, une misère compte tenu de leur ambition. Coscarelli doit donc à nouveau faire le maximum lui-même, à la production, mais aussi en assurant la photographie. Heureusement, il peut compter sur une équipe de fidèles. Le casting réunit les comédiens principaux de ses précédents films, le jeune Michael Baldwin, Reggie Bannister et le fameux Angus Scrimm dans le rôle de l'iconique Tollman. La mère de Don Coscarelli occupe même de nombreux rôles comme costumière, maquilleuse, décoratrice, ainsi que de coach enfant du jeune héros du film. Elle ne sera pas créditée au générique pour ne pas gêner son fils. Coscarelli retitre son film et l'appelle Fantasme en référence à Edgar Allan Poe. Un fantasme, en anglais un spectre, c'est une sorte d'illusion de cauchemar, une présence imaginaire qui n'a pas lieu d'être. Edgar Allan Poe parlait souvent de spectres et de fantômes pour faire référence à un cauchemar. J'espère que cela résume bien le film. L'équipe s'essaye tout d'abord à un plan de travail classique en tournant tous les jours, mais le tournage vire au fiasco suite au manque d'expérience des uns et des autres. Ils décident alors d'étaler le tournage dans le temps en ne filmant que les week-ends. Ainsi, l'équipe peut se préparer la semaine tout en essayant de lever des fonds supplémentaires. Cette astuce leur permet également une belle économie. En louant le matériel le vendredi pour le rendre le lundi matin, ils tournent gratuitement le samedi et le dimanche. Bah oui, quand on est indépendant, chaque dollar compte. Cependant, cette organisation compromet le suivi clair d'un plan de travail. En résumé, l'équipe tourne, mais personne ne sait quand les prises de vue s'achèveront. Tiens, prends ça avec toi. Et souviens-toi, une arme, c'est fait pour tuer, et uniquement pour tuer. Ne vise jamais un homme, si ce n'est pas pour le tuer. Et tire sans sommation. Hé, tu m'écoutes ? Oui. Malgré son maigre budget, Fantasme n'est pas avare en effets spéciaux et en cascades, certes exécutés de manière artisanale. L'impressionnante voiture de Jody, une Plymouth Barracuda, est régulièrement utilisée pour des scènes de poursuite, et les coups de feu pleuvent. Tu l'as eu ? Le tout réalisé dans un cadre empirique qui frôle parfois le drame, comme lorsque le réalisateur filme frontalement Jody tirer des balles à blanc sans savoir que les débris pourraient le blesser gravement à cette distance. Vu le sujet du film, ils ne parviennent pas à trouver une véritable morgue pour accueillir le tournage. C'est un problème de taille, car construire tout un décor coûterait trop cher. Mais c'est sans compter sur le sens de la débrouille du chef décorateur Mark Schwartz. Il parvient à recréer dans un entrepôt les couloirs d'un mausolée en simulant des murs en marbre blanc. En réalité, du contreplaqué recouvert d'adhésifs décoratifs en plastique. Un visuel particulièrement détonnant à l'écran et qui participe à l'étrange tonalité futuriste du film. Bien entendu, les fameuses sphères gardiennes de la morgue sont le clou du film. Mais comment créer à l'image ces étranges visions directement issues des cauchemars de Coscarelli ? L'équipe ne va pas construire une sphère, mais plusieurs, chacune avec ses propres caractéristiques pour s'adapter à chaque plan. Pour donner l'illusion qu'elle vole à toute vitesse, on va chercher le plus fort en baseball dans l'équipe. C'est Dan Brand, un assistant caméra, qui sera en charge de lancer un prototype de toutes ses forces. Filmé au ralenti et à l'envers, les sphères donnent l'impression de fendre l'air dans les couloirs de la morgue. C'est pas vrai.
Bien entendu, c'est un autre type de sphère, mécanique cette fois, qui est utilisé pour le plan où la chose fore un crâne avec moult jets de sang. D'ailleurs, le plan qui est dans le film était considéré sur le tournage comme un plan raté. Lorsque la foreuse perce la tête du personnage, le jet de sang devait être immédiat. Or, il se passe quelques secondes de décalage avant que le rouge inonde l'écran. Sur le plateau, Coscarelli est déçu. Mais en revoyant le plan, ce décalage permet de bien voir la mèche percer le crâne avant de tout recouvrir de sang dans un second temps. Le résultat est bien plus sadique que prévu. Pendant ce temps, un distributeur japonais s'intéresse à Kenny & Company pour une distribution dans les cinémas locaux. Une aubaine de 70 000 $ qui vient illico renforcer la production de Fantasme, dont le tournage s'allonge encore et encore. Pris par son univers et ses personnages, Coscarelli rajoute des scènes à un scénario déjà trop long. Les mois passent et Michael Baldwin, allant en pleine croissance, change de plus en plus physiquement, ce qui risque de poser de véritables problèmes de continuité. Au final, le tournage s'étale sur 2 ans, pour un budget qui aura gonflé à 300 000 $. Qu'est-ce que tu fais encore dans ce trou? Il fallait que je m'occupe du gosse, tu comprends? Oui, mais à ta place, moi, je serais devenu dingue dans un bled pareil. Je suis à la limite. Mais maintenant, il a 13 ans, je vais l'envoyer chez sa tante. Et crois-moi, il va pas aimer ça. Il me suit partout comme s'il sentait que je vais partir. Son apparence fragile, c'est un petit dur. J'aime ce gosse. Il me manquera. Coscarelli monte le film lui-même. Comme il fallait s'y attendre, le montage de travail est très long, 3 heures. Le réalisateur tente une projection test, et c'est un fiasco. Les gens ne comprennent rien, le rythme est lénifiant. Pire, rien ne fait peur. Une douche froide pour le jeune réalisateur qui comprend à cet instant qu'il va devoir faire des choix radicaux pour sauver son film. Je suis venu vous chercher, jeune homme. Coscarelli coupe et coupe encore, ce qui irrite certains collaborateurs. Quand Angus Scrimm apprend qu'une séquence spectaculaire de pendaison du Tolman a été supprimée du film, il prend à partie son réalisateur. Le comédien ne comprend pas comment on peut se priver d'une telle scène qui fut particulièrement éprouvante à tourner. Tu es un bon joueur, mais le jeu est fini. Tu vas mourir. Pour surmonter cette difficile période de montage, Coscarelli peut heureusement compter sur un très beau cadeau offert par le musicien Fred Miro. Ce dernier est le compositeur à qui l'on doit la bande originale de Léo le Dernier de John Boorman ou encore Soleil Vert de Richard Fleischer. Le réalisateur l'engage sur Fantasme en lui demandant d'imaginer une musique de comptine malsaine. Sa référence est la musique de Suspiria par les Gobelins. Fred Miro se met au travail. Plusieurs jours plus tard, il appelle Coscarelli et lui demande de venir immédiatement chez lui. Assis devant son piano, il joue le célèbre thème du film. Le réalisateur est aux anges, car il découvre un leitmotiv fort qui va l'aider à soutenir l'univers mystérieux du projet. Dans sa version finale, Fantasme est un film dense de 89 minutes qui met au centre le personnage de Mike et sa perception intime de ce monde étrange. Le film utilise des ellipses franches, ce qui renforce sa narration étonnante. La frontière entre la réalité et le rêve se brouille continuellement et l'histoire ne cesse de se retourner, jusqu'à la dernière scène, jusqu'au dernier plan. Le film fourmille d'idées, mais en laisse beaucoup en suspens, comme lorsque le Tolman réagit avec difficulté face au froid. On pense que c'est une information quant au poids faible du méchant, que les héros vont exploiter cela lors du climax. Eh bien non. Suite aux nombreuses scènes coupées, le film n'en fera plus allusion. Cependant, ces idées inexploitées ne paraissent pas frustrantes. Au contraire, elles alimentent la sensation de voir un film monde, un film bien plus riche que ce qui nous est présenté. Cette idée de hors-champ narratif dense et assumée, Coscarelli la doit au roman Dune de Frank Herbert, une œuvre littéraire qu'il adore et qu'il cite en reprenant la célèbre scène où le héros doit surmonter sa peur en plaçant sa main dans une mystérieuse boîte noire. Mets ta main dans la boîte. Qu'est-ce que c'est? Mets juste ta main dans la boîte. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et j'ai peur que ça me fasse mal. N'aie pas peur, Michael. Je peux plus la sortir. N'aie pas peur. Fantasme est proposé à des distributeurs qui ne se battent pas pour le film. Robert Shaye et sa société New Line se montrent pourtant intéressés.
Mais Coscarelli n'a pas confiance dans cette jeune entité et préfère miser sur un distributeur plus expérimenté. C'est finalement Afghan Bassi qui achète le film pour une distribution internationale. Lors de son exploitation en salle, le film rapporte la belle somme de 22 millions de dollars. En France, le film fait un très beau score en salle, avec plus de 500 000 entrées, et gagne le prix spécial du jury à Avoriaz en 1979. En Australie, le film est retitré The Never Dead afin de ne pas être confondu avec le film Fantasme avec un F, un film érotique local. Cependant, durant son exploitation vidéo, le film va s'effacer derrière les Halloween, Vendredi 13 et surtout le succès phénoménal des Griffes de la Nuit de Wes Craven, qui entretient d'ailleurs d'étranges similitudes avec Fantasme, le thème du rêve bien entendu, mais aussi le méchant charismatique, la musique sous forme de leitmotiv, ainsi que la fin coup de poing. Comme par hasard, le film est produit par Robert Scheid de New Line. Mike, tu as rêvé. C'est un cauchemar. Il faut dire que tu n'as pas dormi plus de 2 heures depuis l'enterrement. Mais peu importe la concurrence, car Fantasme avec son monde si singulier va peu à peu devenir véritablement culte. Parmi ses fans les plus célèbres, il y a le cinéaste J.J. Abrams. Il engage Angus Scrimm pour sa série Alias dans les années 2000. Quand Abrams prend les commandes de la trilogie Star Wars en 2015, il baptise le Stormtrooper chromé le capitaine Phasma en hommage aux sphères tueuses du film. Au Prince, Abrams et sa société Bad Robots financent la restauration 4K Fantasme pour une ressortie vidéo en 2017. Le film est désormais facilement accessible dans une version optimale. Bien entendu, après le succès de Fantasme, Don Coscarelli est approché pour une séquelle. Il refuse, arguant qu'il n'a aucune idée pour prolonger l'histoire. Il préfère se consacrer à Dar l'Invincible en 1982, un film d'heroic fantasy qui s'avère être une déconvenue, aussi bien commerciale qu'artistique. Qui es-tu? Je suis Dar, des Émurites. Mais il n'y a plus d'Émurites. Coscarelli enchaîne avec Survival Quest avec Lance Henriksen, un film inspiré de Délivrance, mais qui reste bloqué en salle de montage. La carrière du réalisateur est au plus mal. Comble de l'ironie, la New Line lui propose la réalisation de Freddy 2. Coscarelli refuse, mais accepte de réaliser Fantasme 2 en 88 pour la Universal. Le budget est de 4 millions de dollars, une fortune par rapport à l'original. Mes cauchemars ont commencé il y a 8 ans. Des visions terrifiantes et prémonitoires. C'est par elle que je t'ai retrouvé, Mike, avec ton ami Reggie. Angus Scrimm reprend bien évidemment le rôle du Tollman, mais la Universal tique sur le retour des autres acteurs. Si Reggie Bannister parvient à garder son personnage, la Universal bloque le retour de Michael Baldwin pour le rôle de Mike. Le studio veut confier la vedette à un jeune acteur montant. La mort dans l'âme, Coscarelli doit s'exécuter. Il auditionne plusieurs acteurs, dont un jeune Brad Pitt, mais ce dernier ne parvient pas à convaincre le réalisateur qui s'en mord les doigts aujourd'hui. Son choix s'arrête sur James Legros, que l'on retrouvera quelques années plus tard au casting de Point Break. Pensiez monter au ciel, vous irez en enfer. Vous serez mon esclave. Dans Fantasme 2, le Tollman a pillé toutes les tombes de Morningside et est en quête d'autres villes à décimer. Au volant de la fameuse Plymouth Barracuda, Mike et Reggie sillonnent le pays pour le contrecarrer. Cette séquelle abandonne clairement le ton intime du premier film pour se focaliser sur le spectaculaire, l'action et les superbes effets spéciaux de Mark Shostrom, le maquilleur en chef d'Evil Dead 2. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Si on se régale de retrouver l'univers de l'original dans un écrin plus professionnel, Fantasme 2 n'apporte finalement pas grand-chose de plus. Écoute-moi, tout ça c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est qu'un rêve. Ah oui, c'est un rêve. Non, c'est réel. Après cette séquelle, Coscarelli parvient enfin à boucler le montage de Survival Quest et le film sort en 1989. Malheureusement, c'est un bide, et Coscarelli enchaîne avec Fantasme 3 en 93, toujours pour la Universal. En négociant un budget plus modeste de 2,5 millions de dollars, le réalisateur est libre de retrouver tous les acteurs de l'original. Plus vieux de 15 ans, Michael Baldwin retrouve donc le rôle de Mike. Si cette nouvelle séquelle reprend l'idée du road trip du deuxième, elle étend véritablement l'univers du premier. Les fameuses sphères sont au centre de révélations étonnantes et le film se termine sur un cliffhanger de dingue. Malheureusement, le studio annule la sortie salle du film aux États-Unis pour privilégier une sortie directement en vidéo. Une profonde déception pour son réalisateur.
grand fan de la saga, Roger Avary, le co-scénariste oscarisé avec Tarantino de Pulp Fiction, le réalisateur de Killing Zoe et encore Les Lois de l'Attraction, écrit sur son temps libre Fantasme 4 avec Bruce Campbell en personnage principal. Intitulé Fantasme 1999 AD, puis Fantasme End, le scénario met en scène des guerres rangées entre les humains et les armées de zombies et les sphères pilotées par le Tallman. Bien entendu, l'ambition folle du projet ne correspond pas du tout à l'économie de la franchise. Fantasme 4 se fera pourtant en 1998 pour une sortie directement en vidéo. Coscarelli s'inquiète fortement de rester prisonnier de sa franchise, mais il estime qu'il doit un dernier chapitre aux fans de la première heure. Il se désolidarise de la Universal et revient à une production totalement indépendante, avec un budget rabougri de 650 000 $. Le casting original est bien entendu de retour, pour un bien étrange volet, puisqu'un bon tiers du film est composé des scènes coupées restées inédites du premier Fantasme. Nous découvrons ainsi les chutes de la version de 3 heures de l'original, dont la fameuse scène de pendaison du Tallman. Un ultime volet conçu pour les fans de la première heure, tout en rendant hommage à un casting qui aura vieilli avec la saga. Libéré désormais de la franchise Fantasme, Coscarelli se concentre sur des projets originaux et particulièrement réussis comme Bubba Ho-Tep avec Bruce Campbell en 2002 ou encore John Dies at the End en 2012. Il scénarise malgré tout un 5e opus de la franchise, titré Fantasme Ravager, qu'il confie au réalisateur David Hartman. Complété en 2015, le film se dissocie de l'ambiance des précédents films afin d'offrir un nouveau souffle à la série. Malheureusement, la mort d'Andus Scream l'année suivante met un terme définitif à l'entreprise. Pour évoquer le souvenir de notre découverte de Fantasme, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut. Salut Thibaut. Salut Eric. Ensemble, on va retracer nos souvenirs de quand on est tombé face à ce bien étrange film. Honneur aux invités, je vais te demander, toi, comment tu as vu le film pour la première fois ? Comment tu l'as découvert ? Alors moi, j'ai découvert Fantasme dans un contexte un peu particulier, puisque je l'ai découvert pendant le confinement. J'avais pris cette habitude pour structurer un peu mes journées face à l'inactivité, de regarder des sagas de films, soit que j'avais pas vu du tout, soit j'en avais vu que certains. Je me dis, tiens, c'est l'occasion de voir cette saga de films dont je vois souvent des images. J'avais cette image de la boule chromée, du grand bonhomme avec sa coupe de cheveux un peu rétro, là. Ça a été une super surprise de découvrir un film, et je me suis demandé comment j'étais passé à côté pendant toutes ces années. Un film avec un montage, c'est surtout ça qui m'a marqué, avec un montage complètement fou, avec des idées de mise en scène très solides, qui côtoient aussi de temps en temps des effets franchement cheap, ou certains petits trucs de mise en scène où je me dis, tiens, c'est bizarre que cette idée-là, qui est vraiment pas terrible, côtoie une idée qui est vraiment super, des fois dans la même scène. C'est un peu le dernier petit bijou que j'ai découvert ces dernières années. Et toi, comment tu as découvert ce film, Eric ? Alors moi, c'est une histoire qui est un peu plus ancrée dans justement le fait de grandir, et c'est peut-être pour ça que le premier Fantasme, j'insiste vraiment sur Fantasme en tant que premier film, c'est vraiment un film qui est un peu particulier pour moi. Alors si je remonte vraiment dans mes souvenirs, j'ai pas su que c'était Fantasme tout de suite, mais mon premier contact avec le film, je crois que j'avais 4 ans. Je jouais dans le salon de mes parents, il y avait les infos qui passaient en arrière-plan, et tout d'un coup je vois l'extrait d'un film qui démarre, avec un jeune homme qui explore une maison, et il y a un homme tout d'un coup qui le course, il ferme la porte, une porte au nez de cet homme, la main de l'homme est restée coincée, et là le jeune sort un couteau, il va pour couper le doigt. C'était à l'époque où le JT diffusait à tire-larigot, en mode YOLO, des extraits de films d'horreur. Il y avait Lucio Fulci qui passait sur temps X. Et donc, à l'époque d'Avoriaz, donc comme le film a été sélectionné, je pense que ça venait de là. Il y a eu donc un sujet sur Avoriaz avec des extraits des films, et je pense que mon premier contact avec Fantasme, c'était ça. On avance dans le temps. Donc en 1989, j'ai 13 ans. Je peux enfin voir tous les films d'horreur qui étaient interdits moins de 13 ans à l'époque. Maintenant, c'est au moins de 12 ans. Et donc j'ai vu tous les films avec une excitation folle de cette époque. Et Fantasme 2 sort en février 89, donc autant dire que je suis tout juste, j'ai l'âge, quoi. Et donc je m'y précipite, non pas pour voir un film, mais comme un rituel de passage à l'âge adulte, quoi, littéralement. Donc Fantasme 2, je sais pas trop d'où ça sort. Tout ce que je sais, c'est qu'il va y avoir des monstres, des effets gore, il y a des sphères, enfin ça a l'air dingue, donc vraiment j'y vais avec mes pauvres parents qui m'accompagnent, qui supportent pas ça. Le premier Fantasme, je le découvre lors de son passage sur Canal+.
Canal+, qui diffuse des films d'horreur donc les samedis soirs, qui a été aussi un rite d'initiation cinéphilique assez important pour les gens de ma génération. Et je sais plus quel âge j'ai, mais je dois avoir 16-17 ans, un truc comme ça, quand arrive le premier Fantasme. Quand je découvre le film, il est pas neuf, parce que je connais l'univers avec le 2, qui est quasiment un remake en forme d'action. Et de l'autre côté, j'ai le recul pour me plonger dans le film. On va pas se mentir, mon premier contact avec le film, il était un petit peu bizarre, parce que je m'attendais à quelque chose de très tenu, et le film m'a un peu perdu. C'est un film très étrange. Et finalement, je le vois pas comme un film d'horreur véritablement, moi je le vois plus comme un film sur l'adolescence. Sur le fait de grandir. Alors c'est vrai que Fantasme prend ce parti pris, de prendre un adolescent qui grandit, qui prend conscience de l'âge adulte avec le deuil en fait. C'est vraiment le rite de passage, c'est la mort des parents. Et on n'en dit pas plus, mais c'est un petit peu plus profond que ça, c'est le rapport à la mort en fait tout simplement. Et donc tout le film finalement est vu, oui c'est un cauchemar, c'est un rêve autour d'un jeune qui prend conscience durement que effectivement c'est un aspect du monde et il plonge la tête baissée dedans. Et quelque part, les sphères, même si c'est trop cool, le Tolman, tout ça, c'est quelque part assez secondaire en fait, tout ça ce sont des métaphores. Je suis d'accord, il y a énormément de choses de l'ordre du rite d'initiation en fait dans ce film, et l'horreur, mais comme dans la plupart des très bons films d'horreur qui ont marqué un peu le cinéma, c'est qu'en fait l'horreur sert un peu de glaçage sur quelque chose qui au final est plus profond. Avec quelque chose que, au niveau du cinéma d'horreur, que j'ai du mal à retrouver pareil que dans Fantasme, c'est une sorte de tendresse en fait que le film applique sur son personnage principal, donc de jeune adolescent. Il y a quelque chose de très très particulier, de très très touchant. Il m'a fallu, c'est vrai, quelques visionnages quand j'étais plus jeune avant de me dire l'important c'est pas les effets spéciaux ou les effets chocs, c'est quelque chose d'autre qui est caché dans ce film. Mais quand je le revois maintenant avec autant de plaisir, là, mon adolescence est loin maintenant, ça reste quand même quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Ouais, je suis complètement d'accord, et en plus de cette tendresse, comme tu dis très bien, de ce personnage adolescent, on sent aussi la tendresse qu'ont les personnages les uns pour les autres. On a ces gentils rockers, il y en a un qui s'occupe de son petit frère, l'autre il est marchand de glace, et ils sont sympas, et c'est des bons gars, quoi. Et on sent qu'ils s'aiment, tous les trois, quand ils embarquent Reggie dans cette aventure complètement rocambolesque. Reggie, il y va pas pour sauver le monde, il y va pour sauver ses copains. Et je trouve que justement, cette tendresse-là, ce côté très positif, en fait, dans un film qui, à côté de ça, peut être très sinistre et peut être très morbide, parce qu'on parle, comme tu disais, on parle beaucoup de deuil, de mort, etc. Ça crée un équilibre qu'on retrouve dans très très peu de films, je trouve. Toi, Thibaut, t'en penses quoi de la franchise, de toutes ces séquelles qui sont arrivées ? Moi, je découvre Fantasme 2, du coup, et je me dis, oula, virage. On part sur une espèce de buddy movie orienté action, très pulp, très généreux, très agréable à regarder, mais le premier est tellement pas dans cette ambiance-là. Et ensuite, troisième film, revirage, c'est audacieux quand même. Mais il n'y a aucun film que j'ai regardé avec déplaisir, parce que j'avais pas d'attente particulière. Et une fois que j'ai compris, à partir de l'épisode 2, qu'en fait on allait être sur une saga qui n'allait pas se tenir en termes de ton. Et c'est quelque chose que j'apprécie plutôt, moi d'ailleurs. Quitte à faire des suites, autant faire des suites qui soient différentes. Je pense que c'est une saga qui a du sens à être vue en entier, justement par son côté hirsute. Et toi, c'est quoi ton avis sur toute cette suite de films ? Moi, l'impression que j'ai sur cette franchise, c'est l'impression que ce n'est pas une franchise, en fait, d'une certaine manière. Et ces suites, ça nous ramène systématiquement au premier. On n'est pas sur des suites qui étendent l'univers du premier, on est sur des films qui nous ramènent au plaisir d'avoir découvert le premier film. En revoyant le film, j'ai vu plein de choses, notamment en termes de montage, qui sont des fois des idées très, je vais pas aller jusqu'à dire expérimentales, mais des idées audacieuses de montage. Un montage parfois très sensoriel, parfois qui brise des règles, etc. Je vais te demander, à ton avis, est-ce que ce montage un peu, j'ai envie d'utiliser le terme ésotérique, est une volonté de départ de Coscarelli, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui s'est retrouvé avec beaucoup de matière et qui a eu des super idées pour cacher les cicatrices et en fait faire des cicatrices ce qui marchait le mieux dans le film? Moi je ne crois pas au fait que ce soit maîtrisé. Il a 24 ans, c'est son 3e long métrage, il a fait 2 autres films avant mais qui sont des films
j'ose pas dire plus simple parce qu'aucun film n'est simple, mais on est sur des chroniques familiales, on est sur des choses réalistes. Quand on connaît effectivement ce tournage marathon, ce tournage qui n'est pas un tournage professionnel tel qu'on l'entend, il existe beaucoup de documentation sur ce tournage. Il y a la mémoire de Don Coscarelli aussi, où il renseigne aussi tout cela et la relation qu'il a avec notamment ses acteurs et son équipe. On est vraiment sur quelque chose qui se fait, avec des gens qui sont en communion sur un projet et qui sûrement les dépassent. Ils sont très talentueux, sans aucun doute, à cette tâche. Ils développent quelque chose, il y a une magie qui se crée, sans aucun doute. Comme c'est un jeune auteur, réalisateur qui fait le montage, donc c'est aussi un jeune monteur, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui est quelqu'un qui est en communion totale aussi avec toute cette matière. Donc je pense qu'il y a des partis pris, il y a des idées, il y a des risques qui sont pris et qui sûrement auraient été très difficiles à rationaliser dans un contexte de production dit classique. Ce qui fait que là, le film, on est sur quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre que lui, et c'est, je pense, qui en fait sa valeur, surtout à notre époque. Oui, clairement, c'est-à-dire que moi j'ai découvert ça en ayant quand même en tête une galerie de films d'horreur un petit peu conséquente. J'ai essayé de le rapprocher d'autres choses, parce que j'aime bien trouver des liens un peu entre les choses, et c'est compliqué, quoi. Même chez... Alors, il y a des petits bouts, on voit peut-être des petites ambiances un peu de giallo à droite à gauche, on retrouvera certaines choses, moi je trouve un petit peu dans le ton, dans le Prince des Ténèbres de Carpenter, mais c'est hyper ténu, c'est des liens que je fais presque sur certaines scènes, certains plans. Mais le film en lui-même, en effet, j'ai beaucoup de mal à le raccrocher à quoi que ce soit d'autre, même pas à ses suites, parce que justement, comme tu disais, cette espèce de magie n'a pas pu être reproduite dans les suites, et du coup ça en fait un film vraiment unique. Merci Thibaut. Eh ben merci à toi. C'est la fin de notre retour à l'écran express dédié à Fantasme. On espère que ça vous aura donné envie de découvrir le film, de le voir ou de le revoir. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cet épisode. Forcément, on est friand d'avoir vos retours. Et on vous donne rendez-vous très très bientôt avec de nouvelles découvertes. Au revoir. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que ton cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.